Donc il y a plein de facteurs qui se cumulent qui ont permis en fait ce développement rapide de ce vaccin. Et ça, je pense que c'est assez facile, je peux les rappeler rapidement, parce que je sais que c'est un des arguments qui revient très très souvent. En fait, quand il y a dans les développements traditionnels, si vous voulez, en fait, bon, on commence par faire... Il y a d'abord il y a tous les essais cliniques des différentes phases. Ça va permettre de répondre à cette question de la phase de test. Hein. Et donc la phase 3, c'est la phase clé, si vous voulez, dans laquelle on prend un échantillon de population et puis on va tester le vaccin sur cette population pour mesurer quelle est l'efficacité du vaccin. Et ça, c'est ce que Pfizer avait fait sur une cohorte de 30 000, entre 30 et 40 000 personnes, par exemple. Et c'est grâce aux résultats-là qu'ils ont pu rentrer en phase 4. Et donc, la phase 4, c'est l'utilisation du vaccin à grande échelle, et sur laquelle on considère que ça reste une phase expérimentale, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre manière de mesurer des effets secondaires éventuellement très très rares, que de l'utiliser. Il n'y a pas d'autre... Et donc, ce qu'on appelle la phase 4, ce n'est pas une phase expérimentale, en fait, c'est une phase d'observation. C'est-à-dire que c'est une phase durant laquelle on va porter une attention toute particulière sur les effets secondaires. Ça veut dire que c'est une phase durant laquelle la pharmacovigilance va être augmentée super fort, tout notifié, et pour qu'au terme de cette phase 4, on ait tout l'éventail des possibles effets secondaires qu'on puisse avoir, et qu'on intègre tout ça dans les effets secondaires qui sont liés à cette molécule. Et c'est la même chose pour des médicaments. Donc ce n'est pas une phase d'expérimentation, c'est une phase d'observation. Parce qu'une fois qu'on a passé la phase 4, l'observation des effets secondaires ne va pas suivre le même cheminement, elle ne va pas se faire de façon aussi intense, parce qu'on va considérer qu'on a suffisamment d'informations sur un vaccin. Et donc on va être beaucoup moins attentif à ce qui se déroule chez les personnes qui reçoivent un médicament ou un vaccin. Donc la phase 4, ça permet de répondre à cette question qu'on serait tous décopés. C'est plus vraiment une phase expérimentale. La phase expérimentale, elle était là. Et ces personnes-là ont accepté de prendre une forme de risque. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, avant ça, c'était de l'expérimentation animale qui avait été faite. Donc il y a une forme de prise de risque de ces personnes-là. Mais bon, c'est une prise de risque consentante, etc. Et puis, sur cette base-là, on passe à l'utilisation et on est dans une... C'est vraiment une phase d'observation en réalité. C'était combien de temps alors? Alors, je ne sais plus le chiffre exact. Ça, je peux retrouver. Mais je vais juste terminer d'abord la réponse à la question sur la vitesse. C'est juste sur la phase 4. Oui. La phase 4, en général, c'est sur des volontaires que ça se fait. Non. C'est Non. phase d'observation. Non. Non. La phase 4, généralement, c'est quand on utilise un médicament ou un vaccin en conditions réelles, mais comme certains effets secondaires peuvent s'observer avec des faibles fréquences, eh bien, on considère qu'il y a une phase durant laquelle on observe ces effets secondaires de façon particulière par rapport à simplement une commercialisation une fois que les choses sont tout à fait, le processus est complètement terminé. D'accord? Donc c'est tout à fait classique comme cheminement, hein, ça n'a rien de spécifique au vaccin. Oui, mais en fait, ça me pose interrogation parce que j'avais une discussion avec un médecin qui disait, par exemple, on n'est pas encore à la phase 4 et donc moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner. Et donc c'est comme si l'étude n'était pas, la recherche n'était pas achevée en fait. Et elle disait tant qu'on n'arrive pas à la phase 4, ben moi je ne me fais pas vacciner. Donc c'est pour ça que je me posais cette question, est-ce que c'est sur des volontaires ou bien est-ce qu'une fois qu'on arrive à la phase 4, les médicaments sont déjà sur le marché? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence. Bon, il faudrait que je regarde parce qu'il y a des différences juridiques aussi au niveau des liens entre ces phases. Par exemple, je sais qu'une des raisons qui s'oppose à l'obligation vaccinale, c'est le fait qu'on soit toujours dans cette phase d'observation. Et qu'on considère donc qu'on n'a pas encore l'éventail absolument complet
effets secondaires qu'on pourrait avoir après que le vaccin ait été donné à des millions et des millions de personnes. Voilà. Mais peut-être juste revenir sur la question du timing, c'est que c'est différent, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué, c'est que d'habitude, en fait, quand on fait un développement d'un vaccin, en fait, toutes ces phases-là vont se faire de façon séquentielle, et puis tout à la fin, une fois que tout ça a été fait, il y a une demande d'autorisation, de commercialisation définitive, si vous voulez, sauf que celle-là passe un petit peu plus tôt, mais disons, pour toute cette phase-là, c'est à ce niveau-ci qu'interviennent les demandes d'autorisation au niveau de l'EMA, l'agence européenne, et au niveau des autorités nationales. Or ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils avaient des résultats, ils les faisaient évaluer, pratiquement en temps réel. Donc ça a permis de gagner énormément de temps. Le tout premier facteur, c'est le fait que... En fait, il y a plein de facteurs qui se conjuguent. Le premier, c'est que, en gros, il y a plein d'entreprises et de chercheurs dans le monde entier qui ont lâché tout ce qu'ils étaient occupés à faire pour faire ça, et mobiliser toutes les ressources qu'ils avaient pour pouvoir faire ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ils ont lancé des unités de production avant même d'avoir les résultats. Donc, ils ont commencé à faire des usines de production, donc à investir massivement dans la production, avant même d'avoir les tout premiers résultats sur les essais. Ce qu'ils ne font jamais, parce que ce serait une prise de risque énorme. Et ici, les États ont accepté d'être garants de cette prise de risque, d'être garants financiers de cette prise de risque, tellement c'était important pour les États que ce développement se fasse rapidement. Mais du coup, ils n'ont pas dit, parce que d'habitude, on attend d'avoir les résultats au moins de la phase 3 avant de penser à la production, parce qu'ils ne vont pas faire des unités de production s'ils ne sont pas certains des résultats. Et ça, c'est probablement le facteur le plus déterminant qui permet de gagner des années, en fait. Le troisième facteur, c'est effectivement l'évaluation simultanée. Et donc, quand les essais ont été publiés et ont été évalués par les autorités, les sociétés pharmaceutiques, elles avaient déjà leur unité de production qui était prête à démarrer. Et donc, c'est la combinaison entre tous ces éléments-là qui a permis ce développement rapide. Et alors, il y en a un quatrième qu'on oublie souvent de mentionner, c'est le fait qu'on a bénéficié d'énormément de recherches qui avaient été faites avant. D'abord sur le premier SRAS, il y avait eu quand même déjà beaucoup de choses qui avaient été investiguées sur la vaccination par rapport au premier SRAS. Et puis, et ça c'est plus propre aux ARN messagers, en fait, il y a des années et des années de recherche sur la vaccination par ARN messager qui précèdent en fait les vaccins de Pfizer et Moderna. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, et pas seulement eux, que la recherche publique travaille là-dessus. En fait, ils ont bénéficié de décennies de recherche sur l'ARN et sur les vaccins ARN messagers, et qui est de la recherche publique. Hein. Donc voilà. Et c'est la combinaison entre tous ces facteurs qui a pu amener à ce qu'on ait pu développer un vaccin aussi. Est-ce que c'est un élément, en fait, c'est aussi la collaboration scientifique qui s'est fait beaucoup plus rapidement et plus facilement? Ça, c'est au niveau des séquences, effectivement. Donc très très vite, en fait, le monde entier a eu accès aux séquences, a eu accès à une très bonne description du virus. Maintenant, en collaboration scientifique entre Pfizer et Moderna sur la technologie vaccinale, je ne suis pas certain. Ils protègent chacun leur propre technologie. Donc il y a le concept du vaccin, et donc les connaissances scientifiques, et puis il y a la technologie, c'est comment est-ce qu'on va, en fait, quel va être le vecteur, en fait. Donc il y a différentes manières de déclencher une réponse immunitaire, c'est parce qu'il y a différents types de vaccins. Et sur les technologies propres, en fait, il y a des secrets de fabrication, des secrets de technologie qui conservent. Et d'ailleurs, il y a toute la question des brevets autour de ça qui est posée pour le moment par rapport à la vaccination dans des pays plus courts. Donc, voilà. Et alors, j'ai une question aussi par rapport au Pfizer, parce qu'en fait, les États-Unis ont approuvé en fait Pfizer maintenant. Donc, c'est pour ça que les États-Unis a pu en fait obliger en fait l'armée. Est-ce que ça veut dire que si la décision est prise par un pays, les autres en fait suivent? Non, les évaluations sont indépendantes en principe. Maintenant, ils se basent sur des critères d'évaluation qui sont assez proches. Les autorités, à ma connaissance,
la FDA et l'EMA n'ont pas des critères d'évaluation très très différents, simplement les choses sont faites plus tôt aux États-Unis, donc il n'est pas exclu que l'EMA arrive à une même conclusion dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je ne connais pas du tout le calendrier d'évaluation. C'est pour ça que je ne sais pas répondre à la question de quand cette phase d'observation prend fin, mais ça,